Dans ce module, on va revoir ensemble votre offre pour être sûr qu'elle est compatible à un marché qui est froid, de personnes qui ne vous connaissent pas forcément et dont vous voulez en fait pouvoir closer votre offre et pouvoir en faire des clients. Alors, le premier module, l'introduction, s'appelle la voix de l'offre. C'est un nom un petit peu stylé, mais j'ai appelé ça la voix de l'offre pour pouvoir expliquer en fait le concept de ce que c'est une offre et comment est-ce qu'on va la travailler ensemble. Alors, pour commencer, première étape, pour attirer des clients de manière significative et durable, ça va être essentiel de créer une offre qui résonne profondément avec leurs besoins. C'est un point important, leurs besoins, même s'ils ne vous connaissent pas en fait encore. En fait, le succès de votre offre va dépendre en fait en grande partie de la capacité à concevoir une offre qui se démarque clairement du marché. C'est important de comprendre que quand vous allez créer votre offre, il faut que ça parle aux gens qui ne vous connaissent pas encore, pas seulement à des gens qui sont initiés à votre service, à votre domaine, à votre expertise. Il faut que ça parle à des gens qui ne vous connaissent pas et qui, même si vous leur dites l'offre vocalement, comprennent ce que c'est et ont potentiellement envie de l'acheter au fur et à mesure. Alors attention, se démarquer, ça ne veut pas forcément dire réinventer la roue à chaque fois. Je vous dis pas de créer le nouveau iPhone, je vous dis juste de forcément en fait trouver quelque chose que les gens veulent acheter. Et la partie profondément avec leurs besoins est un point extrêmement important qu'on va voir plus tard. Si on prend l'exemple de deux entrepreneurs avec les mêmes compétences et une audience qui, on va dire, est similaire, le premier, il va peiner à faire décoller son activité malgré qu'il fasse des efforts qui sont acharnés et après avoir acheté X formations et travaillé 80 heures semaine. Et l'autre, avec une approche beaucoup plus ciblée et un travail moins acharné, parvient à surpasser ses objectifs avec 20 heures de travail par semaine. La différence clé qui est entre les deux, c'est les offres. Comment est-ce qu'on fait pour créer une offre qui est tellement bien construite qu'elle va attirer l'attention, mais pas que. Elle va pas seulement attirer l'attention, mais elle va créer la connexion avec l'audience, elle va inciter les gens à passer à l'action et elle va renforcer la position sur le marché. Comment on fait tout ça avec une offre? On va le voir aujourd'hui et vous allez voir, c'est pas non plus la science très compliquée, c'est de la réflexion sur comment est-ce qu'on construit tout ça, bloc par bloc, pour faire en sorte d'obtenir des résultats qui vont être concrets. Mais vraiment, en fait, la quantité d'efforts qui est déployée dans l'acquisition, dans la conversion, le closing, monter des tunnels, faire des appels, etc., va dépendre de votre capacité à créer une offre qui va être vendable ou non. Donc une vraie offre qui est intéressante va nécessiter en fait moins de temps difficile à vendre qu'une offre qui est pas du tout adaptée sur le marché. Au début, en fait, c'est normal que vous n'ayez pas maîtrisé votre offre à 100%. Parce qu'on a envie de se lancer et on a envie de vendre. Et ça, c'est un point très important. Ça sert à rien de réfléchir 14 ans sur son offre. Il faut tester son offre. Ce module-là permettra pas de forcément trouver l'offre finale qui va finir votre vie avec. Vous allez trouver une façon de faire des offres, vous allez tester votre offre sur le marché face à l'audience et voir comment l'audience réagit. Et par rapport à ce que l'audience dit, vous allez pouvoir faire du feedback sur votre offre et l'améliorer au fur et à mesure. Donc il faudra quand même passer l'étape de se lancer et vendre pour voir si l'offre est intéressante. L'objectif, c'est de vous aider à élaborer une offre qui non seulement répond aux besoins de votre client, mais qui transforme également votre façon de percevoir votre boîte. Ça ne sera pas parfait dès le début, mais le but, c'est de pouvoir partir sur une bonne base, puis se demander comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre chaque jour. De façon globale, peut-être qu'on va résumer ça comme ça. Qui est-ce qu'on essaye d'aider? Quel problème on essaye de résoudre? Ou quelle transformation on veut que la personne obtienne via notre offre? Et quelles sont les actions nécessaires pour y arriver. Note importante, pas besoin de créer l'offre qui va peser plusieurs millions à cette étape-là. Okay, le but, c'est de créer quelque chose de cohérent que les gens veulent acheter. Donc, la question de est-ce que je pourrais vendre cette offre dans X années ne se pose pas. Okay, commencez pas à vous demander est-ce que cette offre-là peut me générer 50 000 par mois? Est-ce que l'offre peut me générer 100 000 par mois? Est-ce que l'offre va se vendre dans 6 mois? C'est pas ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. On essaie de créer quelque chose que les gens veulent acheter à l'étape 1 ou à l'étape 2 ou à l'étape 3. Mais vraiment comprendre que pour l'instant, on bâtit pas des offres qui valent plusieurs millions. Parce qu'on ne peut pas le faire théoriquement. Les offres comme ça, c'est des offres que le marché nous a dit qu'il voulait acheter. Le marché nous dit qu'est-ce qu'il veut acheter et on bâtit l'offre en fonction. D'accord? Mais au tout début, on bâtit quelque chose qui va hypothétiquement résoudre un problème pour quelqu'un. Et donc, d'abord on crée l'offre, ensuite on vend et ensuite on l'optimise. Un problème à la fois.
très important de comprendre ça. C'est un problème à la fois. Si on commence à résoudre des problèmes qui n'existent pas ou qui sont pour dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans, on va rester au même point et on ne va pas avancer. Donc vraiment, le point le plus important, c'est de comprendre que l'offre, elle évolue avec le temps, ça se construit, mais le point le plus important, c'est de se lancer et de tester l'offre sur le marché, de la vendre et de voir c'est quoi le feedback de votre audience face à celle-ci. L'étape numéro 1 pour créer une offre qui est cohérente, c'est de comprendre l'objectif et le problème qu'on essaye de résoudre avec notre offre pour la personne à qui on vend la prestation, le service, l'information. Pour qu'une offre soit véritablement efficace, elle doit résoudre un problème spécifique auquel votre client est confronté. C'est un point très important parce que souvent, on va essayer de vendre ce qu'on a envie de vendre. Et pourtant, ce qu'on doit faire, c'est vendre ce que les gens veulent acheter. Très différent. Il y a dans notre tête, des fois on fait des hypothèses sur ce que les gens, ce que nous on aimerait vendre parce que on a telle ou telle compétence, on aimerait leur expliquer tout ce qui est possible d'expliquer et leur vendre un package, etc. par exemple. Maintenant, il faut se poser la question, mais qu'est-ce que les gens veulent acheter? Concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent acheter? En d'autres termes, les clients en fait sont prêts à payer si on leur apporte une solution qui est claire à un problème qu'ils rencontrent dans leur quotidien ou dans leur activité. Et l'offre doit être une réponse directe à ce problème. Donc vraiment, il faut qu'au début, votre offre soit une réponse directe au problème. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas moyen que vous ayez une offre qui réponde à 4, 5, 6, 10 problèmes différents. Il faut que votre offre réponde à un problème très spécifique pour un client. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez pouvoir trouver toutes les personnes qui ont le même problème et pouvoir leur vendre votre offre. Et après, plus tard, vous allez scale, faire des variations, etc. Mais au début, et quand vous voulez scale et quand vous n'avez pas encore fait 100 000 par mois, vous avez une seule offre qui résout un seul problème et vous faites juste trouver plus de gens. Et donc, cette offre-là doit résoudre un problème. Il y a des exemples en bas, je vais vous montrer. Il y a une deuxième option qui explique aussi, qui est le modèle en fait Jobs to be done, qui se concentre sur qu'est-ce que votre client essaye de faire avec votre produit ou votre service, plutôt que les caractéristiques du produit lui-même. Ça veut dire par exemple, votre client essaye de, je sais pas moi, couper son gazon, alors notre offre, ça va être de lui montrer comment couper son gazon facilement. Par exemple, c'est un problème à résoudre, mais c'est un Jobs to be done. C'est une petite variation, mais c'est pour vous donner un petit peu, vous montrer que la variation existe. Alors, voici l'exemple numéro 1. Par exemple, le sujet global, c'est investir dans l'immobilier. Et donc là, par exemple, vous avez un client qui veut investir dans l'immobilier, mais il n'a pas l'apport financier nécessaire pour trouver un prêt. Là, par exemple, je vois beaucoup de coachs qui vont regarder le truc investir en immobilier et vont se dire, c'est bon, je vais faire un coaching sur comment investir en immo. D'accord, mais ça résout quel problème? Les gens n'arrivent pas à investir en IMO. Oui, d'accord, mais il y a trop d'étapes. Quel problème on va essayer de résoudre concrètement pour la personne? Et donc en fait, quand on creuse, quand on va demander aux gens où est-ce qu'ils sont bloqués, il y a une des étapes dans l'immobilier qui est de trouver l'apport financier nécessaire. Donc en solution, on va trouver une offre, on va créer une offre qui aide les néo-investisseurs à trouver des sources alternatives de financement ou à optimiser leurs finances pour constituer un apport. Et du coup là, vous avez une offre qui est beaucoup plus concrète, qui est beaucoup plus claire pour pouvoir en fait faire un début d'offre et commencer à faire en sorte que les gens nous payent pour pouvoir les aider à faire ça. Parce que, mettons quelqu'un a un problème à trouver l'apport financier pour l'IMO. Quelqu'un lui dit, voici une offre où je te montre comment investir en immobilier, et ensuite, voici une offre où je te montre comment économiser de l'argent et trouver des sources alternatives de financement pour faire l'apport nécessaire pour investir en IMO. Si la personne a un problème de trouver des fonds, elle ira vers l'offre en question. Donc c'est important en fait de ne pas faire une offre qui est trop large, trop mainstream, qui veut rien dire, et de vraiment aller chercher quel est le problème de votre prospect et qu'est-ce qu'il essaye de résoudre. Vraiment c'est ça. Moi avec le mentorat et le protocole, j'ai remarqué que les gens avaient un problème d'acquisition. Comment est-ce qu'on fait pour attirer plus de prospects vers notre business? On fait de la publicité. Mais donc mon problème c'est régler comment est-ce que je vais vous montrer comment attirer plus de prospects via la publicité sans passer 14 ans à faire de l'organique. Ça va être ça mon offre. Et donc c'est comme ça que je le vends et que je le montre aux personnes. Exemple numéro 2, par exemple, vous voulez apprendre une langue étrangère. Quelqu'un va demander, je veux apprendre une langue étrangère, mais je manque de temps et les méthodes normales ne sont pas efficaces pour moi avec un prof, etc. Donc la solution, ça va être d'offrir un cours d'apprentissage rapide et flexible qui s'intègre facilement dans l'emploi du temps chargé de l'apprenant avec des techniques modernes d'immersion
et des sessions courtes mais intensives. C'est une offre qui est un peu plus complète, je l'ai un peu plus travaillée celle-là, mais au moins en fait elle vient résoudre le problème de la personne de base. Parce que la personne de base elle dit je vais apprendre une langue mais je manque de temps et les méthodes de base qui sont des cours et tout machin ne marchent pas, parfait. Donc on va prendre une méthode qui est rapide, flexible par rapport à l'emploi du temps, facile à déployer et qui utilise des techniques un peu différentes avec des sessions plus ou moins courtes mais intensives. Et du coup pareil, on vient régler le problème de la personne qui a émis en fait la douleur qu'elle vit. Troisième exemple, mieux économiser son argent. Quelqu'un dit j'arrive pas à mettre de l'argent de côté malgré mes efforts pour épargner chaque mois. Solution, on va créer une offre qui aide les gens à automatiser leur épargne et à mieux gérer leur budget en identifiant les dépenses inutiles et en proposant des stratégies d'investissement efficaces et simples. Donc, basiquement, on va essayer de comprendre quel est le problème des gens, sur quoi est-ce qu'ils bloquent, et on va se dire okay, comment est-ce que je peux prendre ça et le rendre en fait, trouver une solution que les gens vont se dire waouh, si je vois ça, est-ce que ça résout mon problème? Et donc, est-ce que je voudrais passer à l'action? Donc, la première étape, c'est effectivement d'aller chercher à comprendre l'objectif et le problème qu'on essaye de résoudre chez les gens. L'idée, en fait, c'est de s'assurer que l'offre est directement liée à ce problème. Et sur une échelle de 1 à 10, à quel point votre audience, en lisant votre offre, sera prête à payer pour la résolution de ce problème. Et si vous ne connaissez pas la réponse, il faut demander aux gens. Il faut vraiment aller se confronter à l'audience. C'est l'information qui est cruciale pour ajuster et affiner l'offre afin qu'elle corresponde parfaitement aux attentes de vos clients. Il n'y a rien de pire que de faire une hypothèse sur une offre et de se faire une image mentale hypothétique de waouh, je suis en train de travailler sur mon offre là, elle est incroyable, ça va être fou, etc. sans poser la question à personne. Je vois beaucoup de gens qui font ça. Ils vont travailler 14 ans sur leur offre dans leur tête en me disant waouh, je vais faire ci, il va y avoir ça dedans, ça va faire ci, ça, sans poser la question à l'audience en disant voilà, j'ai une proposition, j'ai une offre, est-ce que vous, ça résout un problème pour vous cette offre-là? Et vous serez surpris que beaucoup de fois, non. Beaucoup de fois, en fait, l'offre ne résout pas le problème parce qu'on n'a pas réfléchi à quel problème cette offre allait résoudre. Donc, avant de vous faire les documents de 14 000 pages sur votre création d'offres, machin, etc., allez demander à l'audience à qui vous souhaitez vendre un truc, qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Et ils vont vous le dire. C'est quoi leur problème et qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Et vous avez juste à crafter l'offre par rapport à la résolution de ce problème. Rien de plus compliqué, rien de plus simple, pardon. Deuxième étape dans la création efficace d'une offre, on va essayer de créer l'avatar client et ou bien d'affiner celui-ci si vous l'avez déjà créé de votre côté. En fait, comprendre précisément qui vous servez, c'est quand même la première étape pour créer une offre qui va être irrésistible. La création de l'avatar, ça permet de pouvoir en fait cibler exactement les bonnes personnes en étant très spécifique sur leurs caractéristiques, leurs besoins et leurs désirs. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'une offre qui est trop large, en fait, elle risque de ne parler à personne. Donc, il faut faire attention non plus de ne pas tomber dans le stress improbable qui est de est-ce qu'il y a assez de gens dans l'audience? S'il y a au moins 1000 personnes dans votre audience, vous pourrez faire de l'argent sans problème. Ok? Donc, on va juste essayer de définir l'avatar ensemble. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on définit un avatar? Et est-ce que du coup, notre offre va pouvoir toucher assez de monde? Par contre, c'est sûr que ce qui est important à prendre en compte, c'est l'accessibilité de la niche, parce que si votre niche est pas facilement atteignable, alors ça sert à rien. Si vous voulez vendre à des gens qui sont vendeurs de jets privés, ça va être plus compliqué à trouver que des adultes qui veulent acheter un programme de sport qui sont sur Instagram. Ok? Donc oui, je vous dis de pas stresser par rapport à la taille de l'offre, mais il faut faire attention aussi de ne pas prendre des gens qui sont ultra compliqués à contacter. D'accord? Alors, exemple, supposons que vous vendez une formation en ligne pour augmenter la visibilité des commerçants. Si votre avatar est trop large, comme par exemple tous les commerçants, bah là vous risquez d'avoir une offre qui est trop générale. Maintenant, si vous spécifiez l'offre et vous dites par exemple, moi je vise les commerçants de 40 ans et plus, d'une ville de moins de 100 000 habitants, qui sont pas encore digitalisés, mais à qui on fait et qui font rentrer en fait les gens dans leur commerce et qui veulent faire rentrer les gens dans leur commerce sans devoir faire de la pub traditionnelle. Bah là vous avez un positionnement d'avatar qui est beaucoup plus concret que juste tous les commerçants. Vous avez défini quel âge il a, vous avez défini où est-ce qu'il est, donc une ville de moins de 100 000 habitants, qui ne sont pas encore digitalisés, donc pas encore de site web, pas encore de page Facebook, etc. et qui veulent faire entrer des gens sans passer par des flyers ou des affiches. Et donc là, c'est beaucoup plus concret dans qui est-ce que vous allez aider. Et en étant aussi spécifique, vous allez pouvoir créer un avatar client qui représente un groupe de personnes avec des besoins et des problématiques très similaires. Et on a vu dans l'étape d'avant que justement résoudre un besoin spécifique, c'est très important dans l'offre. Et donc ça permet de pouvoir créer une offre qui parle directement
et qui résout les problèmes. Pourquoi est-ce que ces détails comptent? Ces subtilités en fait peuvent avoir un impact qui est énorme sur l'efficacité de l'offre. En étant précis sur qui est votre client, vous pouvez personnaliser les messages, on peut utiliser le langage spécifique et des exemples qui résonnent avec eux. Donc par exemple, si vous prenez le cas des commerçants de 40 ans, vous allez pouvoir utiliser un langage que eux comprennent. Donc si vous utilisez un langage qui est plus jeune, il y a moins de chances qu'ils comprennent. Donc utilisez un langage qui est adapté à votre audience et votre avatar, et vous allez pouvoir faire des exemples qui résonnent avec eux, en disant par exemple, voilà, nous on accompagne justement les commerçants de petites villes de moins de 100 000 habitants à aller en ligne et trouver des clients pour amener dans leur magasin sans passer par des flyers ou des affiches. Et du coup, c'est beaucoup plus concret dans la personnalisation du message. Deuxième point, on peut adapter l'offre. On va concevoir une solution qui va répondre exactement à leurs besoins. Et donc, on va optimiser aussi le prix et la livraison. Donc on va pouvoir proposer un tarif et un format qui est donc adapté à leur situation. Parce que quand on connaît son avatar, on peut savoir aussi combien est-ce qu'il gagne, dans quoi est-ce qu'il dépense, etc. Et on peut se rendre compte si effectivement le prix de notre offre correspond à ce que peut se payer son avatar ou non. Parce qu'il y a aussi une pandémie sur Internet aujourd'hui de faire des offres toujours plus chères pour pouvoir en fait gagner plus d'argent. Bah oui, d'accord, mais par rapport à votre avatar, est-ce que votre avatar peut se payer ou non votre offre? Alors j'ai mis une liste de plein de petites questions que vous pouvez vous poser vous-même pour savoir qui est votre avatar, pour pouvoir déterminer un petit peu l'avatar client de votre offre. Donc selon vous, quel est l'âge idéal de votre client? Quel est son sexe, son genre? Quelle est sa situation familiale? Est-ce que c'est quelqu'un qui est marié, célibataire avec des enfants? Où est-ce qu'il habite? En ville, banlieue, campagne? Quel est son niveau d'éducation? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un diplôme, qui a un baccalauréat, qui a je sais pas moi, un masterclass, non, qui a eu un master, qui a un doctorat, ou bien quelqu'un qui n'a pas de diplôme? Aujourd'hui, quelle est sa profession? Si on aide des professionnels, quelle est sa profession? Quel est le secteur dans lequel il travaille? Quel est son niveau de revenu annuel? Quel est son statut pro? Et en fait, ça, si vous posez la question en disant « Ok, mais je connais pas tout ça, je connais pas toutes ces informations-là », justement, c'est le temps d'aller voir l'audience, d'aller voir l'avatar et lui poser les questions. Comme ça, vous allez pouvoir avoir un avatar concret et pas un avatar qui est votre ami imaginaire dans votre tête, qui est le meilleur client, le plus parfait, mais qui n'existe potentiellement pas. Donc, allez demander aux gens sur le terrain leurs revenus, leur profession, leur statut pro, etc. Vraiment en mode je suis à la collecte d'informations pour pouvoir créer votre avatar. Les motivations en troisième, donc quels sont les objectifs pro ou perso de cet avatar-là? Qu'est-ce qui le motive à atteindre les objectifs? Quels sont les rêves ou les aspirations à long terme qu'il a? Problèmes et douleurs, donc quels sont les grands défis ou les grands problèmes qu'il rencontre actuellement? Ça, c'est très important parce que tu peux mettre en place justement une liste de problèmes ou de défis que vit l'avatar et du coup bâtir le problème à résoudre basé sur ce que l'avatar il a dit. Donc par exemple, quelles sont les principales frustrations dans son travail ou sa vie personnelle? Quelles sont les solutions qu'il a déjà essayées pour résoudre les problèmes sans succès, etc., etc. Et on peut en fait comme ça avoir plein d'informations sur l'avatar. Les comportements et habitudes, donc par exemple, on va continuer. Où chercher les informations pour résoudre ces problèmes? Donc comment est-ce que cet avatar-là se renseigne pour résoudre son problème? Par exemple, votre commerçant de 40 ans, est-ce qu'il va sur Google ou est-ce qu'il va demander à la chambre de commerce comment régler son problème? Donc, par exemple, ça, c'est important de le savoir. Quelles sont les habitudes d'achat? Est-ce que c'est quelqu'un qui va acheter en ligne, qui va acheter en physique, qui va demander un conseil à un ami? Combien de temps est-ce qu'il consacre à la recherche avant de prendre une décision? Est-ce que c'est quelqu'un qui justement va prendre le temps d'étudier? C'est pas quelqu'un qui va acheter vite en ligne en mettant sa carte? Tout ça, c'est très important à comprendre, ça va affecter en fait votre cycle de vente aussi. Quelles sont les valeurs et les croyances de ces personnes-là? Les valeurs importantes de la personne, par exemple, c'est une valeur familiale, une valeur de carrière, de la croissance. Par exemple, si vous avez un commerçant qui veut s'occuper de sa famille, il veut potentiellement travailler moins. Et du coup, il veut automatiser l'acquisition de nouvelles personnes. Et du coup, c'est une valeur qui est importante pour lui de travailler moins et passer plus de temps avec sa famille. Donc ça, c'est important à savoir. À quoi accorde-t-il le plus d'importance dans les produits ou les services qu'il achète? Est-ce que c'est le résultat ou est-ce que c'est l'expérience client? Est-ce que c'est la façon de communication avec vous qui fait qu'il apporte de l'importance à les relations humaines? Tout ça, c'est important à savoir. Quelles sont ses croyances limitantes? Est-ce qu'il a peur de quelque chose en se disant ouais voilà, je pense que si moi je lance une publicité ou je lance un compte Instagram, ça marchera jamais et du coup ça sert à rien que je fasse ça parce que je suis trop vieux par exemple. Ça potentiellement c'est des croyances limitantes. Est-ce qu'il a des influences ou des sources d'informations? Qui est-ce qui influence ses décisions? Le journal, la radio, des influenceurs en ligne, des experts, etc. Est-ce qu'il consulte des sites, des chaînes YouTube, des podcasts, etc. Est-ce qu'il y a des marques qu'il admire ou des concurrents qui sont loin devant lui, qu'il admire, auxquels il aimerait ressembler? Les critères d'achat, les objections potentielles. Donc en fait, il y a plein d'éléments que vous pouvez j'ai fait une petite liste rapide pour vous. Vous allez avoir accès au document pour pouvoir regarder ça, pour pouvoir vous demander, ok, concrètement,
qui est mon avatar, qui est la personne à qui j'essaie de vendre quelque chose et à qui j'essaie de résoudre un problème. Et avec tout ça, ça va être beaucoup plus clair avec la personne à qui vous allez parler pour pouvoir lui vendre votre offre. Et donc, plus on est spécifique, plus l'offre sera pertinente pour l'avatar client et plus elle aura de chance de les attirer et de les convertir en clients. Et en fin de compte, comprendre et affiner son avatar permet de pouvoir se concentrer sur les efforts là où il y aura le plus d'impact, c'est-à-dire avoir un bon effet de levier. En fait, plus vous avez d'informations sur votre prospect, plus vous savez ce qu'il veut acheter ou quel problème il veut résoudre, plus vous avez un effet de levier incroyable sur sa capacité à prendre une décision et sur votre offre et sur votre business. Donc utilisez ça correctement, prenez le temps de faire la recherche sur l'avatar et vous aurez de meilleurs résultats avec cette préparation-là en place. La troisième étape consiste à créer ou affiner en fait la transformation que vous allez promettre à votre prospect, à votre client lorsqu'il va acheter votre offre. La transformation en fait c'est l'état final que vous permettez à vos clients grâce à la promesse de votre offre. C'est l'objectif ultime qu'ils cherchent à atteindre en utilisant votre produit ou votre service ou votre offre. La transformation ne concerne pas uniquement les étapes que vous allez les faire suivre, mais surtout en fait le résultat concret et tangible que vous garantissez. Alors, il faut se poser la question, quelle transformation j'offre à mes clients? Pour que votre offre soit puissante, la transformation doit être formulée de manière claire, simple et surtout désirable. Il faut que les gens aient envie d'atteindre l'objectif. Par exemple, dans mon cas, pour le mentorat et le protocole, j'explique aux gens que la transformation, c'est qu'ils n'ont plus à se soucier plus tard de devoir réfléchir d'où va venir le prochain client. Parce qu'on aura automatisé leur acquisition et ils pourront en fait dormir sur leurs deux oreilles. Et donc ça, c'est une transformation qui part de l'étape où ils sont en mode « Ok, comment je trouve des nouveaux clients ?» à une étape où ils vont se dire « Waouh, je peux automatiser mon acquisition et donc je peux ne plus penser à ça parce que ça a été réglé par la transformation. » Il y a d'autres exemples que je vais montrer ici et il faut que ça réponde à un besoin ou un désir profond des clients et leur montrer qu'ils gagneront quelque chose à travailler avec vous. Par exemple, une transformation, je vous aide, l'exemple numéro 1, c'est j'aide des personnes à perdre 10 kilos en 3 mois sans suivi de régime restrictif grâce à un programme d'exercice adapté et un plan nutritionnel équilibré. Transformation, le client passe d'une situation de surpoids et de frustration à une perte de poids significative avec une meilleure forme physique et une alimentation plus saine sans les contraintes des régimes traditionnels. Donc la transformation, c'est la partie qu'on a expliquée en bas. L'exemple, c'est quand on dit l'idée. Voilà ce que il va y avoir comme résultat, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Mais la transformation, c'est on passe d'une situation de surpoids et de frustration à une perte de poids. Donc A, il y a le mot A qui dit que c'est une transformation, à une perte de poids significative avec une meilleure forme physique et une alimentation plus saine sans les contraintes des régimes traditionnels. Et ça, c'est la transformation. Deuxième exemple, je vous aide à surmonter l'anxiété sociale en 8 semaines en utilisant les techniques et les exercices pratiques. La transformation, c'est quoi? Le client, une situation d'anxiété sociale et de retrait face aux personnes autour de lui, a une confiance en soi accrue et une capacité à interagir socialement avec plus d'aisance et plus de confort grâce à un programme structuré et des techniques éprouvées. Et donc de là, en disant juste je vous aide à surmonter l'anxiété sociale en 8 semaines en utilisant les techniques et les exercices pratiques, là la transformation vient appuyer ça en disant ok, je sais là où vous êtes en termes d'état actuel et je vais vous emmener par là. Et donc la transformation, c'est ce que les gens vont atteindre comme objectif. Et donc concrètement, pour mieux théoriser la transformation, le but c'est de partir de l'état initial du client et donc de se rendre à son état voulu. Et donc l'état voulu, c'est la transformation désirée par votre client qu'il faut lui vendre dans l'offre. Étape numéro 4, le prix et l'ancrage du prix. Le prix, c'est un point extrêmement important quand on vend des offres en ligne et des services parce que il y a beaucoup de choses qui est dites et tout le monde essaie de mettre un prix un peu aléatoire par rapport à ces offres. Et c'est important de comprendre en fait quel rôle ça va jouer. Le prix de votre offre doit non seulement être juste, mais doit être perçu comme une véritable aubaine par vos clients en comparaison aux résultats qu'ils vont obtenir. C'est important de comprendre cette partie-là. Ça veut dire qu'il faut que les gens aient l'impression de faire une affaire en achetant votre offre. Il faut que ça ait l'air d'être une affaire en achetant votre offre. Et il faut que vous fassiez en sorte que la perception de celle-ci et les résultats obtenus sont 10 fois supérieurs à ce que la personne va payer. Est-ce que par exemple vous voulez lui faire, mettons vous faites un business et vous dites voilà je vais vous faire gagner plus 50 000, je sais pas, n'importe quoi, 50 000 dans votre business à l'année, et bien si le prix coûte 10 fois moins, donc 5 000, ça fait du sens. Mais si vous pouvez pas quantifier la valeur de ce que ça va transformer pour la personne, c'est là où vous avez un problème. Si vous dites par exemple
maintenant j'ai une offre qui va vous faire optimiser et gagner 20 heures par semaine dans votre emploi du temps, bah là vous demandez à la personne combien vaut 20 heures de son temps et vous prenez 10%. Le 10, c'est une variable arbitraire, on va dire. Mais en général, si une personne voit 10 fois la valeur résultante de ce qu'elle va recevoir en termes de prix, en termes de résultats par rapport au prix de base, alors elle aura peu de chances de ne pas acheter l'offre. Okay, donc le client doit sentir qu'il fait une bonne affaire. Il doit voir que c'est lui qui est gagnant. Il faut qu'il ait l'impression que c'est lui qui est en train de vous voler en fait. Il faut qu'il ait l'impression que c'est lui qui est gagnant en achetant l'offre. Et l'acceptation du prix par le client, elle est basée sur la valeur perçue qu'a votre offre. Donc le client ne va pas baser la décision sur le prix lui-même. C'est pas le prix le plus important, mais plutôt la façon dont il va évaluer les bénéfices qu'il va tirer de votre produit ou de votre service par rapport à ce qu'il doit payer. Est-ce que si je paye 5 000 € l'offre, je vais pouvoir en retirer plus que 5 000 ? C'est ça qui est important. Si je dois payer 1 000 € une offre, est-ce que je vais en retirer plus de 1 000 ? Si je dois payer X, est-ce que je vais en retirer plus que ça ou gagner du temps ou optimiser ci, optimiser ça ? Qu'est-ce que vous allez donner en fait en échange, en contrepartie ? Quel est le résultat qu'ils vont obtenir en contrepartie de mettre ce prix sur la table ? Et donc il est essentiel de travailler sur la perception de la valeur en mettant en avant les résultats concrets, les bénéfices uniques et les transformations que l'offre peut apporter. Attention, le prix doit être corrélé à la capacité de la niche à payer ce prix. J'ai vu trop de monde mettre des prix high ticket, toujours plus chers, à des audiences qui ne peuvent pas payer. Et après, ils se demandent pourquoi est-ce que les gens n'achètent pas mon offre. Si les gens n'ont pas l'argent pour acheter l'offre, et même si vous avez le mindset en disant oui, mais il faut closer toujours plus, nanana, etc., je comprends. Mais si votre audience n'a pas l'argent pour payer votre offre, ils n'auront pas l'argent non plus, même s'ils sont motivés de fou. Il faut en fait que votre prix soit corrélé à la capacité de la niche à payer ce prix. Donc pas trop bas, mais pas non plus excessivement haut pour que personne puisse se lâcher. Il faut arrêter de déconner avec ça. Et une méthode pour vendre une offre est celle de l'ancrage de prix. Ça consiste en fait à présenter d'abord le prix le plus élevé pour un service ou un produit que vous vendez, puis à introduire un prix qui est plus bas pour l'offre que vous souhaitez réellement vendre. Par exemple, ce mécanisme donne l'impression au client qu'il fait une affaire en choisissant l'option la plus abordable. Par exemple, dans mon cas, j'ai deux offres. Une offre qui est mon agence de marketing qui peut coûter entre 4 000 à 15% de tes revenus mensuels pour gérer ton marketing. Donc là, quand je dis ça, les gens se posent et là, ils sont en mode « Ok, ça coûte cher, cool ». Mais j'ai une deuxième offre où vous pouvez profiter de mon expertise et des conseils de mon agence pour un forfait mensuel de 297 ou de 497 qui inclut une session avec moi par semaine. Donc l'offre 2, elle est réservée en fait aux entreprises, c'est l'offre 2 ici, elle est réservée aux boîtes qui peuvent se l'offrir. Mais je sais personnellement en fait qu'en la présentant à une audience qui n'a pas le besoin que je gère leur marketing à 100% et que j'automatise tout pour eux, qui vont pas la prendre. Donc quand ils vont voir l'offre 1 à 297, elle est beaucoup plus abordable que celle à 4000. Et du coup, ils vont convertir parce qu'ils se disent ok, c'est beaucoup plus abordable, ça paraît intéressant, et ils vont pas en fait baser la décision sur le prix, ils vont baser la décision sur le prix d'ancrage qui a été mis au-dessus de 4000. Et donc ils vont prendre la décision de prendre celle qui est en dessous, qui est l'offre 1. Et donc dans cet ancrage-là, pour pouvoir en fait booster la pertinence de l'offre, on peut aussi inclure des bonus et des options supplémentaires dans l'offre 1 qui augmentent sa valeur. Par exemple, dans mon cas à moi, j'ai inclus Go High Level, j'ai inclus un setter IA, j'ai inclus des templates, des tutos, etc. pour que l'offre 1 ait tellement de contenu intérieur que les gens se disent ok, en fait, je prends celle-là et ça va vraiment m'aider. Donc basiquement, pas plus compliqué que ça pour bâtir le prix. Définissez-le par rapport à ce que votre audience peut payer. Ne vous laissez pas avoir par tout le monde qui vous dit de mettre un prix trop cher, etc. Faites quelque chose qui a du sens et qui fait en sorte que les gens veulent acheter chez vous parce que vous allez régler un problème pour eux et qu'ils ont la conviction que s'ils investissent X milliers chez vous ou X centaines chez vous, ils vont avoir un retour sur investissement et il faut que ce soit eux qui aient l'impression de faire une affaire. Étape numéro 5, le concept de sawdust, qui est la maximisation de la valeur de chaque offre. Sawdust, en anglais, ça veut dire la poussière de bois, la poussière de sciage de bois. C'est une histoire en fait que Hormozy a raconté, qui est que il y avait une boîte, une scierie qui faisait du bois et il faisait des planches. Et en fait, il y avait tous les petits morceaux de bois qui tombaient par terre, qui n'étaient pas utilisés, qu'ils jetaient en fait. Et donc un jour, ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire de ces petits morceaux de bois, ces petits copeaux de bois, et ils les ont en fait
compacté ensemble, mis un peu de colle, ils ont fait des nouvelles planches avec ces morceaux de bois là et ça a fait un nouveau produit à partir de ce qui existe déjà. Et c'est ça qu'on va faire ensemble aujourd'hui dans le concept de Sawdust. Alors, le concept de Sawdust, donc moi je l'ai appris avec Hormozy, mais ça doit venir de quelqu'un d'autre, consiste à tirer parti de chaque élément de votre offre pour créer encore plus de valeur. Exemple, si vous avez un accompagnement en ligne à 5 000 $ sur la création de stratégies Instagram pour atteindre X nombre d'abonnés. L'accompagnement comprend 2 lives par semaine pendant 6 mois, une stratégie Instagram personnalisée, un plan d'action clé, un coaching one-on-one et formation en ligne sur le sujet. Ok, ça c'est le gros package. Et vous vendez cette offre-là à 5 000 ou 2 fois 2500 ou bien 3 fois 1666. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un taux de conversion de 20% sur l'offre? Vous allez laisser partir 80% des gens qui ne sont pas qualifiés pour cette version-là de l'offre. Du moins, ceux dont le seul problème était le coût. Parce que vous avez dit, voilà, moi mon dernier prix c'est 3 fois 1666, et voilà, et du coup vous avez, mettons, 20% de conversion en total sur l'offre, vous allez laisser passer 80% des gens qui auraient voulu prendre un morceau de ce que vous avez, mais vous avez dit non parce que vous avez seulement une offre en pricing à 5000, 2005 ou 3 fois 1666. Et donc, c'est là où c'est problématique. Parce que vous pouvez juste prendre la grosse offre et la diviser en petits morceaux pour pouvoir en fait créer une version de l'offre qui est moins chère, avec moins de contenu, pour pouvoir donner quand même aux personnes de la valeur et collecter de l'argent. Maintenant, en fait, qu'est-ce qui vous empêche de prendre ce qui existe déjà, mais pas de créer un nouveau produit? Donc vous prenez ce qui existe déjà ici et vous enlevez des morceaux pour créer un nouveau prix. Donc vous gardez votre offre à étiquette à 5000, mais vous créez une nouvelle version, une variation qui est juste une altération avec moins de contenu. Et si par exemple le 3 fois 1166 est trop cher pour les clients en général, alors vous allez dire parfait, l'accompagnement c'est 5000 $ pour la création de la stratégie, etc. machin, ça devient en variation une offre à 497 par mois sans limite, où il y a seulement un live aux 2 semaines, un plan d'action clé, une formation en ligne sur le sujet. Il n'y a pas le coaching one-on-one, il n'y a pas la stratégie Instagram personnalisée, et il n'y a pas les 2 lives par semaine. Et donc là, vous avez juste enlevé des éléments qui étaient dans l'offre principale pour en créer une autre qui n'est pas différente. C'est juste, on a enlevé des éléments de la première pour pouvoir la rendre accessible. Donc vous continuez à vendre la première offre qui est l'offre à étiquette, mais vous en créez une deuxième que tous les gens qui ne peuvent pas acheter à 1666 peuvent s'offrir à 497, et donc vous acceptez de gagner plus d'argent sans vous créer plus de travail. Parce que le contenu est déjà là. Vous avez déjà créé les lives aux 2 semaines, vous avez déjà créé le plan d'action, la formation existe déjà. Donc en fait, il suffit de packager moins de choses avec un nouveau prix pour le rendre accessible aux gens. Et donc, le client pourra avoir la valeur et ensuite vous pourrez lui vendre l'upsell du programme principal et même faire une offre pour déduire le montant qu'il a déjà payé. Donc par exemple, si ici vous faites une offre à 497 et que la personne paye pendant 2 mois, elle a payé 997. Et si au bout de 2 mois elle dit ok c'est bon, j'adore le contenu mais je veux plus, je veux passer à l'étape suivante, vous pouvez faire une offre en disant ok écoute, le programme de base c'est 5000, mais du coup comme tu as payé 2 mois, je t'enlève les 2 mois du 5000, donc tu as juste à régler le 4006 $ et on te met à niveau sur l'offre principale. Donc vraiment, faites attention aux coachs qui vous disent de vendre à un seul prix. Ça fonctionne pas comme ça. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, vous allez pouvoir en fait prendre un produit principal en haut et le décliner en petite version en bas pour avoir plusieurs prix disponibles pour vendre au maximum de gens possible et pas vous entêter en étant là en mode je suis closer, je vends que des high tickets, etc. Ça c'est bien si vous souhaitez ne pas gagner d'argent. Si vous voulez gagner de l'argent, faites comme ça, créez une offre principale qui est en haut et ensuite créez une sous-division d'offres à l'intérieur qui peut être achetée à moindre coût par rapport à l'offre principale mais qui contient moins de contenu. Évidemment. L'étape 6 par rapport aux offres, qui est un petit peu l'étape oubliée, c'est l'évolution de votre offre. Alors, créer une offre puissante, ça ne s'arrête pas à la première version qu'on va lancer. Évidemment, la première version, c'est celle qu'on va essayer de vendre aux gens en général et tester sur le marché. Mais si on s'arrête à là, elle va mourir cette offre. Il faut la faire évoluer. Et donc, pour rester compétitif et répondre efficacement aux besoins de vos clients, ça va être essentiel de pratiquer une remise en question continue de l'offre. Ça signifie qu'on va constamment demander des feedbacks, analyser les résultats et apporter des améliorations. Si vous faites une offre qui est ancrée dans le marbre constamment et qui bouge pas, même si on vous donne des feedbacks, ça sert à rien de continuer le business. Prenez en compte que les gens vont avoir des besoins qui évoluent, que votre offre va évoluer avec selon les feedbacks. Et du coup, en fait, quand vous prenez des feedbacks de vos clients, quand vous prenez des retours clients, vous allez pouvoir en fait
affiner et améliorer de plus en plus votre offre. Donc, comment faire? Vous allez demander aux gens qui ont acheté votre offre, donc ceux qui sont des clients actuels ou des clients passés, quel aspect de l'offre est-ce qu'ils ont le plus apprécié? Et ensuite, quel aspect selon eux pourrait être le plus ou pourrait être amélioré? Et donc souvent, même tout le temps, les clients sont les meilleurs juges de la valeur de votre offre et les retours qu'ils peuvent vous donner sont des idées précieuses pour l'amélioration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont déjà dépensé de l'argent chez vous. Donc ils connaissent votre produit, ils l'ont utilisé. Ceux qui ont eu des résultats, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé? Et ensuite, dans qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est qu'est-ce qu'on peut modifier pour améliorer ce qu'ils n'ont pas aimé et qu'est-ce qu'on peut amplifier sans dénaturer, attention, qu'est-ce qu'on peut amplifier pour encore faire mieux dans ce qu'ils ont aimé. Et donc quand on va tester ces choses-là, on peut continuer à affiner notre offre. Mais c'est important de garder la loupe sur le feedback client par rapport à ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Donc c'est important d'avoir ce retour sur le retour client. Ensuite, vous allez étudier les taux de conversion et de satisfaction. Si une partie de votre offre ne convertit pas bien ou si vos clients ne sont pas pleinement satisfaits, ça peut indiquer qu'il y a des aspects à revoir. Donc par exemple, si vous dites oui, la communication avec toi était pas ouf, je trouve que voilà, ça aurait été mieux si on aurait pu fixer ça. Bah, c'est parfait. Vous savez que dans votre offre, vous devez améliorer votre communication client avec vos membres. Par exemple, identifier les tendances. Est-ce qu'il y a des récurrences de la part de vos clients? Est-ce que vos clients se plaignent souvent de la même chose? Est-ce que ils vous disent souvent que quelque chose est bien en particulier? Donc est-ce qu'on peut mettre plus d'emphase là-dessus? Est-ce que quelque chose est mal souvent ou est-ce qu'ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas le temps ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui fait que il y a des récurrences chez les clients qui peuvent être améliorés avec le temps? Et ces éléments en fait doivent vous aider à améliorer votre offre. Et dernier point, c'est de rester en fait à l'affût du terrain. Donc surveiller la compétition, pas pour les copier, mais pour s'assurer de comprendre comment est-ce que eux présentent leur offre et pouvoir vous inspirer des idées pour ensuite renforcer la vôtre. Très important à comprendre parce que du coup, si vous êtes totalement déconnecté de ce que fait le marché, ça risque de moins performer. Et donc, soyez aussi attentifs aux besoins émergents. Les besoins des clients, ils évoluent. Tout le temps, ça va changer, etc. Ils vont avoir des besoins qui vont évoluer avec le temps. Et en étant proactif et en ajustant l'offre pour répondre à ces nouveaux besoins, vous allez pouvoir maintenir la pertinence sur le marché. Par exemple, il y avait toujours besoin un peu de setters sur les comptes Instagram, parce qu'on faisait beaucoup de ads. Il y avait besoin de setters en humain, mais on s'est rendu compte très vite que les humains avaient un problème logistique de réponse, etc. en rapidité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait développer l'offre et on a évolué en disant ok, maintenant on a des setters en IA. Et du coup, avec ça, on a continué à résoudre le problème de mes clients qui était l'acquisition, mais on a développé des setters en IA pour pouvoir les implémenter chez eux et ensuite continuer à résoudre en fait ce nouveau besoin qui était émergent. Donc parlez à vos clients, découvrez quels sont leurs problèmes, demandez-leur, ok, maintenant tu es dans l'offre, etc. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu essaies de résoudre comme problème? Sur quoi tu as besoin de travailler, etc. Et voir si vous pouvez améliorer votre offre pour aller résoudre ces nouveaux problèmes.